Celle de Loana Petrucciani a eu cet effet-là. D'abord un vertige, puis un silence, puis une avalanche de rumeurs. Une overdose, un accident, un suicide, un abandon, un mystère plus grand encore. Et au milieu de ce vacarme, une image presque insoutenable. Celle d'une femme que la France entière avait connue sous un seul prénom, Loana, retrouvée morte chez elle à Nice le 25 mars 2026, à 48 ans, alors que son décès remontait déjà à plusieurs jours. Comment une ancienne idole nationale a-t-elle pu s'éteindre dans un tel isolement? Et derrière les hypothèses qui ont explosé sur les réseaux et dans les plateaux télé, qu'est-ce qui est réellement établi aujourd'hui? Quant à ses obsèques, où auront-elles lieu? Quand? Et dans quelles conditions? Ce soir, on ne va pas nourrir le bruit. On va regarder les faits en face, même s'ils sont douloureux. La première vérité, c'est que beaucoup de récits ont circulé plus vite que l'enquête elle-même. Très vite, certains ont parlé de drame criminel, d'autres d'un geste désespéré, d'autres encore d'une rechute fatale liée à ses addictions passées. Pourtant, les premiers éléments communiqués par le parquet de Nice étaient à la fois plus sobres et plus cruels. Un voisin, inquiet de ne plus la voir depuis plusieurs jours, a alerté les secours. Les pompiers ont dû pénétrer chez elle par une fenêtre. L'appartement était fermé de l'intérieur. Et à ce stade, rien ne permettait d'envisager l'intervention d'un tiers. Dès lors, une question surgit, plus glaçante peut-être que toutes les rumeurs. Comment une femme si célèbre a-t-elle pu disparaître du regard de tous au point qu'il faille plusieurs jours pour s'apercevoir qu'elle n'était plus là? La célébrité protège-t-elle vraiment de la solitude ou la rend-elle encore plus humiliante quand tout s'éteint? Pour comprendre le choc provoqué par sa mort, il faut se souvenir de ce qu'a représenté Loana dans l'histoire médiatique française. Née à Cannes le 30 août 1977, elle entre en 2001 dans Loft Story, adaptation française de Big Brother, et devient en quelques semaines la première immense star de la télé-réalité en France. Le programme, produit par Endemol pour M6, transforme des anonymes en figures nationales. Loana, elle, ne se contente pas d'être vue, elle cristallise tout. Le désir, le rejet, la fascination, la moquerie. L'époque entière semble projeter sur elle quelque chose de plus grand qu'un simple divertissement. Peut-être était-elle déjà, sans que personne ne veuille le reconnaître, le visage d'une expérience dont la télévision ne mesurait pas encore la violence. Le soir de la finale, le pays la regarde comme on regarde un basculement collectif. Selon Télérama, 7,3 millions de téléspectateurs suivent la finale de la première saison et CNews rappelle qu'un pic à 11,7 millions a été atteint au moment de l'annonce de la victoire de Loana et Christophe Mercy. Ensuite, il y a cette remontée des Champs-Élysées, devenue une image presque irréelle. Une anonyme propulsée en quelques semaines au rang d'icône populaire. Ce qui a aussi contribué à faire d'elle un phénomène, c'est cette fameuse séquence intime dans la piscine avec Jean-Édouard Lipa, scène qui a imprimé son nom dans la mémoire collective autant qu'elle l'a enfermé dans un rôle. Faut-il s'étonner qu'après avoir été fabriquée par le regard de millions de gens, elle n'ait jamais pu ensuite complètement lui échapper? Le problème, c'est que l'histoire ne s'est jamais arrêtée au triomphe. Après Loft Story, Loana a tenté plusieurs reconversions, a chanté, posé, animé, publié, réapparu, disparu, puis réapparu encore. Mais autour d'elle, le récit dominant est devenu celui d'une chute permanente. Télérama rappelle qu'elle avait été très vite dépossédée de son image et transformée en matière première pour la presse à scandale, jusqu'à sombrer dans la dépression. Mediapart parle d'une icône humiliée, et Politis, au lendemain de sa mort, est allé jusqu'à résumer sa trajectoire par cette formule terrible. 25 ans d'humiliation en direct. La formule est dure, mais peut-on vraiment dire qu'elle exagère? Quand quelqu'un passe du statut de phénomène national à celui de personnage qu'on exhibe dès qu'il vacille, n'est-ce pas déjà une autre forme de naufrage organisé? Les années qui ont suivi ont été traversées par la maladie, les hospitalisations, les addictions et les appels à l'aide. La presse a rappelé, après sa disparition, ses troubles psychiatriques et le fait qu'elle avait elle-même révélé souffrir d'un trouble bipolaire. Psychologie souligne que ce diagnostic, associé chez elle à des overdoses, des rechutes et des hospitalisations, a jalonné sa vie. Mediapart évoque des années marquées par les tentatives de suicide et les hospitalisations, tandis qu'un ancien reportage de TF1 Info rappelait qu'elle parlait déjà ouvertement de ses tentatives de suicide dès 2014.
On peut détourner les yeux, bien sûr. On peut dire que tout cela relevait du privé. Mais quand une femme envoie autant de signaux de détresse pendant des années sous l'œil du public, à quel moment cesse-t-on de parler de malheur individuel pour commencer à parler d'échec collectif? Sa dernière solitude choque d'autant plus que même son logement raconte une forme de déclassement. Plusieurs médias ont rapporté qu'Alexia Laroche-Joubert, qu'il avait connue dès Love Story, l'aidait matériellement depuis des années. Reprenant des confidences accordées à Paris Match, le journal des femmes et Pure People indique que l'appartement niçois où Loana est morte était un logement qu'on lui louait depuis 2 ou 3 ans et qu'elle aurait autrement risqué de se retrouver à la rue. Cette information ne change pas la cause de sa mort, mais elle change le décor moral du drame. Derrière le souvenir flamboyant de 2001, il restait une femme fragilisée, dépendante d'aides discrètes, tenue debout par quelque fidélité plus que par une vraie reconstruction. Alors oui, on peut se demander, tous ceux qui pleurent aujourd'hui la star, pleurent-ils aussi la femme réelle qu'elle était devenue? Il y avait aussi les blessures d'avant la célébrité, celles que la télévision n'a pas créées, mais qu'elle a aggravées en les recouvrant de lumière. Le Monde et Télérama rappellent une enfance marquée par la violence paternelle, et un texte publié dans Le Monde après sa mort insiste sur le fait que son histoire ne pouvait pas être comprise sans cette généalogie de violences sexuelles et familiales, puis conjugales à l'âge adulte. Quelques années avant sa disparition, selon la presse People relayant ses propres confidences de 2023, Loana avait même tenté de renouer un lien téléphonique avec son père, très diminué, sans jamais pouvoir vraiment le revoir. Pourquoi revient-on parfois vers ceux qui nous ont fait tant de mal? Est-ce le pardon? Est-ce la fatigue? Ou simplement l'espoir impossible de réparer, enfin, ce qui nous a brisé trop tôt? Et puis, il y a la plaie la plus intime, sa fille, Mindy. La presse rappelle qu'elle est née le 21 janvier 1998, que Loana l'a eue très jeune, dans une grande précarité, et que la garde lui a été retirée, l'enfant étant ensuite élevé loin d'elle. CNews et Femmes Actuelles décrivent une relation quasiment inexistante depuis des années. Pourtant, malgré la distance, Loana n'a jamais cessé de faire de cette maternité le cœur de son histoire émotionnelle. Fin 2024 encore, elle publiait sur Instagram une ancienne photo avec Mindy que plusieurs médias ont présentée comme l'évocation d'un des plus beaux jours de sa vie. Comment ne pas entendre, dans ce contraste, tout le vertige de son existence? Être adoré par des inconnus et rester séparé de l'enfant qu'on a le plus aimé. En juin 2017, une autre scène aurait pu tout changer. Mindy devient mère à son tour, donnant naissance à une petite fille prénommée Maëlys. Mais là encore, le lien ne se retisse pas. Mais le Parisien avait révélé en 2018 la naissance de l'enfant, et Parents.fr a rappelé après la mort de Loana que celle-ci n'avait jamais pu rencontrer sa petite fille. Elle disait même n'en avoir jamais vu une seule photo. Cette douleur-là est presque trop simple pour être spectaculaire, donc trop souvent oubliée. Celle d'une grand-mère qui existe sans exister, qui sait qu'une branche de sa propre histoire continue quelque part, mais sans elle. Peut-on vraiment mesurer ce qu'une telle absence ajoute à une vie déjà fracassée? Revenons maintenant à la question que tout le monde pose, et qu'il faut traiter sans sensationnalisme. De quoi Loana est-elle morte? Les premières constatations du parquet ont d'abord orienté l'enquête vers une possible chute en arrière. Le procureur a parlé d'une plaie à l'arrière du crâne et d'échymose dans la région lombaire, compatible avec cette hypothèse. Quelques jours plus tard, les conclusions d'autopsie rapportées par le Parisien ont confirmé une plaie superficielle du cuir chevelu compatible avec une chute sur la hauteur du corps jusqu'au sol, ainsi que de petites échymoses au niveau du dos, des lombaires et des fesses. L'intervention d'un tiers a été exclue. Pas de fracture, pas de traces de strangulation, pas de signes de coups violents, pas de marques de saisie. Autrement dit, la piste du crime, si spectaculaire pour les rumeurs, ne correspond pas à ce qui a été rendu public par les médecins légistes. Mais c'est ici que le dossier devient plus trouble et que les rumeurs ont recommencé à courir. Car si l'autopsie a conforté l'hypothèse d'une chute, elle n'a pas fixé la cause exacte du décès. Le parquet a indiqué que celle-ci pouvait être d'origine médicale ou toxique et que des analyses complémentaires restaient en attente. Cette formule a suffi à rallumer toutes les spéculations autour d'une éventuelle surdose, d'autant que le passé de Loana était connu. Troubles bipolaires, addiction et antécédents d'overdose au GHB en 2020 et un largement rappelé par la presse. Pourtant, à l'heure où l'on parle, il faut rester rigoureux.
Les autorités n'ont pas publiquement conclu à une overdose. Elles ont laissé ouverte une possibilité toxique, ce qui n'est pas la même chose qu'un verdict. Entre ce que suggère un mot et ce qu'établit une enquête, combien de vies médiatiques ont déjà été défigurées? C'est peut-être cela, au fond, la seconde tragédie de Loana. Même sa mort a d'abord été traitée comme un feuilleton. Une chute? Un malaise? Une intoxication? Un accident lié à une fragilité ancienne? Il y a quelque chose d'inhumain dans cette mécanique qui transforme chaque détail anatomique en matière à commentaire. Et pourtant, il faut regarder ce mécanisme en face, parce que Loana en a été l'un des visages les plus parfaits. Révélée par la surexposition, ensuite condamnée à ne plus jamais pouvoir redevenir ordinaire. Sa mort pose donc une question qui dépasse le fait divers. Est-elle seulement une tragédie personnelle, ou bien le prix différé d'un système de célébrités qui fabrique des idoles très vite et les accompagne très mal quand le rideau tombe? Quant aux obsèques, là aussi les rumeurs ont précédé les confirmations. Plusieurs dates ont circulé au début d'avril, certaines évoquant une cérémonie très discrète à Nice, d'autres un hommage public dès le 4 avril. Ce qui est désormais confirmé par l'entourage et relayé par Le Parisien et TF1 Info, c'est que les obsèques auront lieu le vendredi 10 avril 2026 à 11 h à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, dans le Vieux-Nice. La cérémonie religieuse sera ouverte au public, mais la crémation se déroulera ensuite dans l'intimité de la famille et des proches. Voilà la vérité la plus nette à cette heure. Pas une exposition totale, pas non plus un huis clos absolu, mais un entre-deux troublant, à l'image de toute sa vie publique, visible jusque dans l'adieu, protégé seulement au moment ultime. Autour de cette organisation, un autre élément a profondément ému. L'aide venue du monde de la télévision. Selon plusieurs médias de la presse People et des informations relayées à la télévision, Alexia Laroche-Joubert et Stevie Boulet auraient proposé de participer aux frais d'obsèques afin de soulager la famille. Il faut le dire avec précision. Ce point n'a pas été confirmé avec le même degré d'officialité que la date ou le lieu des funérailles, mais il a été relayé par de nombreux titres, signe au minimum d'un réel mouvement de solidarité autour des derniers hommages. Ce geste, s'il est confirmé dans tous ses détails, aurait quelque chose de bouleversant et de terrible à la fois. Parce qu'il montrerait que Loana n'a pas été oubliée par tout le monde, et parce qu'il forcerait aussi cette question presque insupportable. Pourquoi faut-il souvent mourir pour que la tendresse devienne enfin visible? C'est peut-être la phrase la plus douloureuse de toute cette histoire. Tout ce qui ressemble aujourd'hui à de la douceur arrive après coup. Les hommages, les larmes, les déclarations sur sa sensibilité, son intelligence, sa vulnérabilité, sa place dans l'imaginaire collectif. Maître VI a salué après sa mort une personnalité qui avait marqué toute une génération. Et il est vrai que son visage appartient à la mémoire télévisuelle française. Mais où étaient ses égards quand son image servait à faire de l'audience au prix de sa dignité? Où était-il quand elle disait ses blessures, ses rechutes, sa honte, sa fatigue? Peut-on célébrer la trace culturelle d'une femme sans se demander ce que cette culture lui a coûté? Non, l'ombre de Loana ne s'effacera sans doute pas dès la fin de sa cérémonie, parce qu'elle n'a pas été une célébrité parmi d'autres. Elle a été l'un des premiers miroirs grossissants de notre époque télévisuelle, le moment où la France a découvert qu'on pouvait transformer une vie ordinaire en mythe, puis ce mythe en blessure publique. Même des années plus tard, le monde rappelait encore que Loft Story restait un phénomène fondateur, au point d'inspirer récemment une série consacrée à ses coulisses. Mais rester dans la mémoire n'est pas une consolation. Parfois, c'est même une condamnation quand cette mémoire est remplie d'images prises sans pitié. La vraie question alors n'est pas seulement de savoir si le public se souviendra d'elle, c'est de savoir de quoi il choisira de se souvenir. De la blonde de la piscine ou de la femme qui, derrière l'icône, a payé pendant 25 ans le prix de notre fascination. Et quand les portes de la cathédrale Sainte-Réparate se refermeront le 10 avril à Nice, il restera peut-être enfin le vrai silence. Pas celui des rumeurs, pas celui des plateaux, pas celui des titres, mais celui qui oblige à penser. Loana est morte. Cela, malheureusement, n'est plus une hypothèse. La cause exacte de son décès, elle, n'est pas encore définitivement tranchée publiquement. L'enquête a exclu l'intervention d'un tiers, relevé des lésions compatibles avec une chute,
et laissait ouverte une origine médicale ou toxique. Ces obsèques, elles, sont désormais fixées. Le reste appartient à quelque chose de plus difficile que la curiosité, la conscience. Car dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement de savoir comment une star est morte. Il s'agit aussi de se demander comment une société regarde quelqu'un pendant qu'il s'effondre. Et ça, aucune autopsie ne pourra jamais le refermer. Et puis il y a cette image que personne n'arrive à chasser. Un appartement fermé, un silence devenu trop lourd, puis l'inquiétude d'un voisin qui ne la voyait plus depuis plusieurs jours. C'est ainsi que Loana Petrucciani a été retrouvée morte à son domicile de Nice le 25 mars 2026, à l'âge de 48 ans. Le parquet a précisé que le décès remontait déjà à plusieurs jours. Plusieurs jours. Cette expression seule suffit à glacer le sang. Comment une femme qui avait été regardée par la France entière a-t-elle pu disparaître dans un tel silence? Comment passe-t-on d'une célébrité nationale à une mort que personne ne remarque tout de suite? Ce qui bouleverse encore davantage, c'est que la vérité n'a pas surgi d'un seul coup. D'abord, les rumeurs ont pris toute la place. Certains ont parlé d'un drame obscur, d'autres d'une rechute fatale, d'autres encore d'un geste irréparable. Pourtant, les premiers éléments connus allaient dans une autre direction. L'enquête ouverte à Nice s'est orientée vers une recherche des causes de la mort sans indice public d'intervention extérieure. À partir de là, une question plus troublante que toutes les rumeurs a commencé à s'imposer. Et si le vrai scandale n'était pas seulement la façon dont Loana est morte, mais la façon dont elle a vécu ces dernières années, dans l'effacement, l'isolement et l'abandon progressif du regard bienveillant. Les conclusions de l'autopsie ont ensuite apporté des éléments précis, mais pas une certitude totale. Les médecins légistes ont relevé une plaie superficielle du cuir chevelu compatible avec une chute, ainsi que de petites ecchymoses dans le dos, les lombaires et les fesses, également compatibles avec l'hypothèse d'une chute au sol. Surtout, l'intervention d'un tiers a été exclue à ce stade. Pas de fracture, pas de traces de strangulation, pas de signes de coups violents, pas de marque de saisie. Mais le dossier n'a pas été refermé pour autant, car le parquet a indiqué que la cause du décès restait indéterminée et pouvait être d'origine médicale ou toxique, dans l'attente d'analyses complémentaires. Alors faut-il parler d'accident, de malaise, ou d'un dernier basculement lié à une fragilité ancienne? C'est précisément là que le doute a nourri toutes les spéculations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. La mort de Loana est-elle, selon vous, seulement un drame intime, ou le symptôme d'un système qui consomme les êtres avant de les pleurer? Et surtout, pensez-vous que son image restera gravée dans le cœur du public après les obsèques, ou que la mémoire collective l'abandonnera une seconde fois? Si ce récit vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour suivre les prochains décryptages.